Il y a exactement 100 ans, le 9 février 1922, une délégation de près de 500 femmes se rend ici, au Parlement, pour demander au premier ministre Louis-Alexandre Taschereau d'accorder aux Québécoises le droit de voter et d'être candidates aux élections provinciales. Pour elles s'amorce alors un long combat. À 14 reprises, ces femmes résilientes et persévérantes marchent vers le Parlement pour faire entendre leur voix. Après son élection, le premier ministre Adélard Godbout tient sa promesse. C'est le 18 avril 1940 que son gouvernement adopte la loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. La direction de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le service de la télévision et de la production numérique, ont produit le documentaire 9 février 1922. Découvrons ensemble l'histoire de ces pionnières qui nous ont tracé la voie. Le 9 février 1922, une délégation d'environ 500 femmes se rend au Parlement de Québec afin d'attirer l'attention du gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau sur la cause du suffrage féminin. Ces militantes unissent leurs efforts pour que les Québécoises obtiennent le droit de voter aux élections provinciales et de se présenter comme candidates. C'est le début d'un long combat. Mais le parcours de ces pionnières commence bien avant le 9 février 1922. À l'époque du Bas-Canada, de 1791 à 1849, le droit de vote repose sur la propriété. Certaines femmes ont pu voter au Bas-Canada parce qu'à cette époque-là, le droit de vote était basé sur la propriété. C'était pas un droit universel. Les femmes peuvent voter et on peut penser que c'est en grande partie tributaire du droit français, qui est plus conciliant que le droit anglais à l'égard des femmes. On sait par les sources qui nous sont parvenues que certaines femmes, entre autres les femmes des classes aisées, les femmes de la bourgeoisie, s'intéressaient à la politique. Et on va voir au cours de la première moitié du 19e siècle une espèce de durcissement de l'ordre social qui entraîne un effritement du pouvoir politique, économique et démocratique des femmes. Donc, malgré cet effritement du pouvoir démocratique et politique des femmes, les femmes vont vouloir s'engager dans les événements politiques et tout particulièrement lors des rébellions de 1837-1838. C'est un acte très, très public de voter et à partir des années 1820-1830, là, il va y avoir de l'opposition qui va commencer à se manifester à l'encontre du droit de vote des femmes. Comment se déroule un peu le vote à cette époque-là? Donc, les gens se présentent au pôle qui est déterminé dans un endroit public facilement accessible. Donc, les personnes dont les femmes se présentent à l'officier rapporteur et déclinent leur identité, leur propriété, etc. Et elles disent à voix haute pour qui elles vont voter. On va commencer à dire que le fait que des femmes se retrouvent dans des bureaux de scrutin, c'est pas respectable. On va commencer à associer la place des femmes dans la société beaucoup plus au foyer, aux enfants, qu'à l'espace public. Alors, donc, plus on avance dans le 19e siècle, plus ce droit de vote des femmes est contesté par un ensemble d'individus, autant des hommes religieux que des politiciens, et y compris le Parti patriote. Papineau va même s'opposer au droit de vote des femmes. En 1834, il va présenter le droit de vote des femmes comme une anomalie, comme une entorse à la modestie et à la vertu féminine. Il va dire que c'est même indécent d'amener des femmes aux élections pour exercer leur droit de vote. Il y a aussi le clergé qui profite de l'échec des patriotes pour réaffirmer son emprise sur le peuple et notamment sur les femmes. Le clergé va confier de grandes responsabilités aux femmes. Elles seront responsables du respect de l'ordre social. Elles se replient dans l'espace familial et dans la religion en fonction de cet ordre beaucoup plus religieux et conservateur qui s'impose. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand les femmes
vont se voir enlever le droit de vote par une loi finalement adoptée en 1849, eh bien, on n'a pas de réaction des femmes à l'encontre de cette loi. On se replie dans la sphère familiale et les femmes de patriotes aussi se replient puisque les patriotes ont perdu de leur éclat après l'échec des rébellions. Donc, elles sont beaucoup moins politisées qu'elles l'étaient auparavant. C'est comme si, pour la majorité des femmes de l'époque, c'était presque normal, finalement, que de demander aux femmes de rester désormais chez elles et de ne plus participer aux élections. Après le retrait du droit de vote aux femmes, il faut attendre plusieurs décennies avant que des féministes québécoises commencent à se regrouper au sein d'organisations. Elles réclament notamment l'amélioration de leurs conditions de travail, l'admission aux études supérieures et la valorisation des droits des femmes mariées. Plusieurs de ces pionnières tracent alors la voie au mouvement suffragiste. À partir de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on est dans un contexte où le Canada, et en particulier la ville de Montréal, est en voie de s'industrialiser et de s'urbaniser. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes. Et tout ça va provoquer un ensemble de problèmes sociaux, de la pauvreté, la délinquance, la mortalité infantile, la prostitution, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir apparaître des groupes de femmes. Elles sont souvent des filles de politiciens ou des femmes, des épouses de politiciens ou d'hommes d'affaires influents. Donc, elles tentent de faire jouer leur réseau, si on veut, pour obtenir certains changements législatifs. Et petit à petit, surtout après 1900, là, elles réalisent lentement mais sûrement, finalement, qu'elles n'arriveront pas à obtenir les réformes qu'elles souhaitent si elles ne votent pas. Et c'est donc dans ce contexte-là que l'idée de lutter pour le suffrage féminin va commencer à émerger, si on veut, à se faire jour. On va voir qu'il y a plusieurs personnalités féminines. Là. Si on pense à Joséphine Marchand, par exemple, ou Robertine Barry, Marie Gérin-Lajoie. Donc, ces femmes-là vont s'exprimer publiquement dans leurs journaux. Puis ces femmes-là, bien sûr, s'intéressent à ce qui se passe en Angleterre. Elles ont des amis au Canada anglais qui discutent du suffrage féminin. C'est une question qui est beaucoup discutée à la fin du 19e siècle. Au Québec, la première association qui va vraiment être créée par des femmes dans le but précis et exclusif d'obtenir le droit de vote, c'est la Montreal Suffrage Association qui est créée en 1913, au tout début de l'année 1913. On ne demande pas à ce moment-là le droit de vote au niveau provincial, mais c'est plutôt au niveau fédéral. Et ce droit-là va finalement être acquis pour la majorité des Canadiennes, à tout le moins, en 1918. Alors, la lutte pour le droit de vote des femmes au niveau fédéral va vraiment être très, très mal accueillie par l'ensemble de la classe politique et du clergé au Québec. Quand le Parlement fédéral dépose à la Chambre des communes son projet de loi pour accorder le droit de vote aux femmes, on va voir Henri Bourassa, fervent nationaliste, propriétaire du journal Le Devoir. Bourassa va publier à la une du Devoir 3 jours de suite au mois de mars et fin mars, début avril 1918, des chroniques vraiment vitrioliques contre le droit de vote des femmes. Et à la suite de Bourassa, on va voir d'autres hommes d'Église, Monseigneur Paquet notamment, d'autres politiciens prendre la parole ou la plume, malgré l'opposition des hommes d'Église et des hommes d'État. Les féministes au Canada français, au Québec, vont vouloir, elles aussi, obtenir le droit de vote. Marie Lacoste Gérin-Lajoie va, en quelque sorte, profiter de ce momentum
pour convaincre les féministes anglophones de se regrouper et de créer le comité pour le suffrage provincial, ou plutôt le comité provincial pour le suffrage, un comité bilingue et qui est co-présidé par Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et par Anna Lyman, donc une francophone et une anglophone. Alors, ce comité est créé au tout début de l'année 1922. Et après quelques réunions, on décide qu'on va présenter une pétition au gouvernement du Québec pour lui demander d'accorder le droit de vote aux femmes. Nous sommes venus réclamer devant le Conseil des ministres l'exercice des droits publics pour la femme. Est-ce à dire que nous voulons enlever la femme à son foyer, à sa famille? Ce serait bien mal comprendre notre pensée que d'interpréter ainsi nos démarches. Alors, le 9 février 1922, entre 400 et 500 femmes, essentiellement de Montréal, vont venir ici à Québec pour présenter au premier ministre Taschereau une pétition et des argumentaires, si on veut, des discours. Alors, c'est au nom de la différence entre les hommes et les femmes, finalement, que Taschereau refuse le droit de vote. Et l'autre argument qu'il invoque aussi, c'est le fait que dans tous les pays catholiques, les femmes ne votent pas. Les seuls endroits où les femmes ont obtenu le droit de vote, c'est dans les pays anglo-protestants. Le comité provincial pour le suffrage féminin va plus ou moins vivoter jusqu'à la fin des années 20 pratiquement. Thérèse Casgrain va devenir la présidente du comité provincial pour le suffrage et dès l'année suivante, elle va changer son nom. Ça va devenir la Ligue des droits de la femme et elle va devenir là, à ce moment-là une des figures de proue de la lutte pour le suffrage féminin. Idola Saint-Jean, qui était présente à Québec en 1922 et qui a continué à être active au comité provincial, elle aussi, va choisir de quitter le comité pour créer sa propre association, l'Alliance canadienne pour le vote des femmes, pendant toutes les années 30 pour militer pour le suffrage. Elles vont tenir plusieurs actions communes, plusieurs actions conjointes, dont les fameux pèlerinages à Québec, c'est-à-dire que presque à chaque année, à partir de 1927, on va revenir à la charge grâce à un député qui va accepter de déposer une motion en Chambre pour demander que le gouvernement accorde le droit de vote aux femmes. La radio est très populaire à l'époque, il faut se le rappeler. Féminin. Ça rejoint de plus en plus de monde. Donc, chacune va avoir son émission de radio, une émission où il va être question du vote des femmes, mais où il va aussi être question des droits des femmes de manière plus générale. Dans les milieux ruraux, les femmes avaient tendance à ne pas trop se préoccuper du droit de vote. Elles considéraient finalement que ça ne les touchait pas vraiment. Mais pendant les années 30, c'est ça, Thérèse Casgrain de Saint-Jean, elles vont parcourir les campagnes, elles vont essayer par des conférences, en assistant à des foires agricoles et en distribuant des dépliants lors de ces occasions-là, elles vont essayer de convaincre là, une population féminine de plus en plus large de l'importance pour elles de voter. Alors, la crise économique des années 30 va aussi avoir pour effet de montrer aux femmes à quel point finalement leurs droits sont fragiles. Alors, on va pendant la crise donc pouvoir faire cette association entre l'absence de droit de vote pour les femmes et la menace à leurs droits en général, de manière générale. Lors de la campagne électorale de 1939, le chef du Parti libéral, Adélard Godbout, promet d'accorder le droit de vote aux femmes si son parti gagne les élections. Une fois au pouvoir, lettres, télégrammes et pétitions affluent de partout au Québec pour lui rappeler sa promesse.
Donc, le droit de vote finit par être accordé aux femmes en 1940 au Québec. C'est un peu, je dirais, l'œuvre de Thérèse Casgrain qui va s'employer à convaincre Adélard Godbout lors d'un congrès du Parti libéral et on va adopter à l'unanimité des membres que cette question-là soit inscrite au programme. Donc, l'obtention du droit de vote aux femmes et d'éligibilité. Donc, il va tout simplement tenir parole. Il promet en fait que s'il est élu, il va faire passer cette loi. Et effectivement, il est élu en 1940 et tout de suite, la question du suffrage féminin est inscrite au discours du trône. Alors, au moment de l'adoption de la loi, on va voir des hommes politiques plutôt âgés, je dirais, notamment au Conseil législatif, qui vont encore là s'opposer au droit de vote pour les mêmes, en invoquant les mêmes vieux arguments de que la place des femmes est au foyer, qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants avant tout, que le fait de voter viendrait nuire à la vocation maternelle des femmes, etc., etc. Mais en 1940, le fait que les femmes puissent voter ne suscite plus vraiment les hauts cris que ça a déjà suscité. La nouvelle loi est très bien accueillie, comme on peut se l'imaginer, tout d'abord par ses militantes, depuis des années qu'elles tentaient d'obtenir cette loi. Bien que les femmes québécoises obtiennent le droit de vote en 1940, ce n'est pas le cas pour les femmes autochtones. Elles devront attendre presque 20 ans là, après 1940 avant que ce soit le cas. Et puis je parle des femmes qui gardent leur statut et qui vivent sur des réserves. C'est seulement en 1969 que le gouvernement va présenter un projet de loi qui va leur permettre de voter aux élections provinciales. Après l'adoption du projet de loi 18 qui accorde le droit de vote des femmes, il va y avoir une première élection en 1944 où les femmes vont voter. On attend 1947 avant qu'une première candidate se présente aux élections. Elle ne sera pas élue. Ensuite, il y a quelques candidates qui vont se présenter là, au cours des diverses élections suivantes. Il va falloir 21 ans avant qu'une première femme soit élue à l'Assemblée législative en la personne de Marie-Claire Kirkland. Marie-Claire Kirkland Casgrain, dans les jours qui suivent son élection, est accueillie très chaleureusement par ses collègues députés. Elle va avoir droit à une ovation. On sent vraiment qu'il y a une fébrilité, que les gens vivent ce moment historique. Mais une fois élue, elle va bien sûr se rendre compte que la politique demeure une chasse gardée masculine. Marie-Claire Kirkland va être la seule députée jusqu'en 1973, alors que là, elle part et que Lise Bacon arrive. Alors, Lise Bacon, elle est toujours la seule femme députée jusqu'aux élections de 1976, où là, il y a 5 femmes qui vont se faire élire. Alors, avant que les femmes deviennent une force importante à l'Assemblée nationale, eh bien, il va falloir attendre finalement les années 80 et même les années 90. Les premières femmes, bien sûr, vont contribuer à adopter une bonne dizaine de projets de loi là, dans les années 60 et 70 qui avancent plusieurs enjeux qui concernent les femmes. Et on va voir se multiplier les projets de loi concernant les femmes, les projets de loi visant à améliorer le statut des femmes dans la société, qu'il s'agisse des questions relatives à la santé ou alors aux conditions économiques des femmes. Mais on peut penser aussi à d'autres projets de loi sur les garderies, par exemple, les congés de maternité, l'équité salariale, le patrimoine familial. Alors, tous ces projets-là ont été pilotés par des femmes et elles ont aussi souvent rallié l'ensemble des députées féminines au-delà des lignes de parti, ce qui était quand même assez novateur, je dirais.
un des principaux défis qui demeurent en politique est bien sûr la question de la parité. On voit qu'il y a vraiment encore la notion de plafond de verre. Si on regarde un petit peu les chiffres, on passe en 1961 d'une femme députée à 2018, qui est à l'année record de 53 élus. La parité étant située entre 40 et 60 d'élus féminines. Alors, maintenir cette parité va peut-être s'avérer difficile. Est-ce qu'aux prochaines élections, on va retomber en dessous du 40 d'élus ou est-ce qu'on va être capable encore de progresser? Est-ce qu'il y aura encore plus de femmes à la prochaine Assemblée nationale ou moins? Alors, il y a encore beaucoup d'incertitudes à cet égard-là. Et actuellement, il y a des groupes qui militent pour qu'il y ait une sorte de quota. Donc, on oblige les partis politiques, finalement, à présenter un nombre de femmes qui se situeraient là, dans la marge, dans cette marge de la parité, de manière à assurer une meilleure représentation féminine à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est vraiment le premier défi là, à relever, le défi le plus important peut-être pour les prochaines années.